de fin juillet au Zimbabwe. Controverse sur les conditions de vote des policiers qui ont commencé par accomplir leur devoir de citoyenneté. Attaque d'un cortège du ministre de la Défense du Cameroun avec 6 morts comme bilan. Les habitants de Douala y voient une alerte à prendre au sérieux. Carnet noir dans les rangs de la faune. 7 rhinocéros noirs meurent après qu'on leur a changé de réserve au Kenya. Les membres des forces de sécurité réquisitionnés pour le scrutin du 30 juillet sont appelés à voter en amont du jour J. Jeudi, les policiers ont ainsi glissé leurs bulletins dans l'urne dans une de leurs résidences de la deuxième ville du pays, à Bulawayo, dans le sud-ouest, un fief de l'opposition. Son principal parti, le Mouvement pour un changement démocratique, a critiqué les conditions de ce scrutin, dénonçant des pressions sur ses électeurs en uniforme. La commission électorale a elle aussi catégoriquement réfuté les allégations de l'opposition. Sa présidente Priscilla Chiguma les a qualifiés de regrettables, précisant que la ZEC n'était pas tenue d'être présente lors du scrutin des policiers et des soldats. Des membres de la mission d'observation de l'Union européenne ont par contre assisté jeudi au vote à Bulawayo. Nous attendons le rapport de nos observateurs pour savoir si ces policiers ont effectivement pu voter de façon secrète, a expliqué leur porte-parole. La ZEC a précisé avoir reçu 7600 demandes de vote anticipées pour la police, l'armée et les diplomates résidant à l'étranger. Sous le règne de Robert Mugabe, les élections ont été systématiquement entachées de fraude et de violence visant les partis d'opposition et leurs partisans. En novembre, Robert Mugabe a été contraint de démissionner, lâché par l'armée et son parti, la ZANU-PF. Son successeur, son ancien vice-président Emmerson Mnangagwa, est donné favori de la présidentielle. Jeudi, 4 militaires et un journaliste ont été blessés dans le sud-ouest dans une attaque du convoi du ministre de la Défense, Joseph Betty Assomo, alors que plusieurs combattants séparatistes ont été tués après la riposte des soldats. Je pense très sincèrement que la situation n'a pas encore atteint la cote d'alerte et qu'elle peut être maîtrisée. L'attaque du convoi de M. le ministre de la Défense, c'est juste pour lui rappeler qu'il existe encore des gens qui sont en train de chercher à déstabiliser cette région du sud-ouest et du nord-ouest. On est maintenant dans le déterminisme et il faudrait que le gouvernement cherche à trouver des voies et moyens, des solutions pour pouvoir mettre fin à cette velléité. La paix est le mot fort pour la nation camerounaise. Khalifa Sall, le maire de Dakar qui est en prison depuis près de 500 jours, et Karim Wade, le fils de l'ancien président qui vit en exil au Qatar, continuent de compter des milliers de soutiens. Les partis de l'opposition ont marché ensemble pour dénoncer ce qu'ils décrivent comme les dérives du pouvoir, le tripatouillage de la Constitution et la confiscation des libertés. Ils critiquent également le chef de l'État sénégalais Macky Sall, qu'ils accusent de tout faire pour éliminer ses opposants. J'espère qu'il aura la sagesse, il aura le sens intellectuel lui permettant de décrypter ce message qui lui est lancé par l'opposition réunie. C'est un message contre ces dérives, c'est un message pour son départ, c'est un message pour la libération des otages politiques que sont Khalifa Ababacar Sall et Karim Meïssa Wade. Nous marchons pour plusieurs raisons. Parmi les questions sociales, il y a le manque d'eau qui traverse Dakar depuis bientôt 5 mois. Dakar est assoiffé. Dakar, le Sénégal a faim. Le bétail est en train d'être décimé par le manque d'aliments à l'intérieur du pays. Et toutes ces questions font qu'aujourd'hui, il y a une situation sociale explosive dans notre pays. C'est ce qui motive aujourd'hui notre manifestation. En organisant cette marche, l'opposition tente de montrer sa force. Le débat sur l'absence prolongée de Karim Wade sera sans aucun doute au cœur des prochaines réunions du PDS, le Parti démocratique sénégalais,
qu'il a investi candidat au prochain scrutin présidentiel. Quant au maire de Dakar, son procès en appel a été suspendu mercredi jusqu'au 18 juillet pour statuer sur sa demande de remise en liberté. Il avait été condamné en mars à 5 ans de prison pour détournement de fonds publics. À la demande de l'ensemble des centrales syndicats, eh bien, le patronat a accepté de les recevoir et il était question pour eux de nous réitérer leur souhait de voir une révalorisation du SMIC et puis évidemment une hiérarchisation des salaires. C'est tout à fait dans leur droit de poser ce genre de revendications. On les a écoutés. On a pris en compte l'ensemble des préoccupations qui étaient les leurs. Mais vous savez, le patronat, c'est une instance responsable. Et par rapport à cela, eh bien, nous leur avons expliqué que tout en nous prenant de court, eh bien, nous allons quand même mener la réflexion de façon à ce qu'on ne leur donne pas une réponse précipitée. Vous savez, au milieu du patronat et des partenaires sociaux, il y a aussi le gouvernement. Donc c'est ce qu'on appelle le dialogue tripartite. Et c'est dans une cohésion, dans une cohérence tripartite qu'on trouvera bien évidemment une solution. Donc il est évident pour nous, je dirais, de rester dans une position, on va dire, de recul, en raison du fait que nous tenons absolument à ce que cette relation tripartite demeure et que et le gouvernement et les syndicats et les employeurs continuent à parler toujours d'une même voix pour l'intérêt de l'ensemble de nos concitoyens. Un rapport de l'ONU rendu public le mois dernier a estimé que plus de 260 personnes avaient été tuées dans les récentes violences intercommunautaires. Quelques 150 000 personnes ont fui la province de l'Ituri en raison des violences intercommunautaires. Selon l'organisation, leur retour se fait dans des conditions difficiles. Alors qu'un porte-parole de l'Agence de l'ONU pour les réfugiés faisait état de déchirants témoignages sur les violences barbares, une équipe de l'ONU a récemment pu accéder à la province de l'Ituri après des mois de conflit entre les groupes ethniques Emma et Lendu qui se disputent depuis longtemps les terres dans cette région. Selon le HCR, environ 350 000 personnes auraient fui, notamment après une intensification des violences en décembre, mais en raison d'une relative accalmie, environ 150 000 personnes sont revenues depuis. Seulement, beaucoup de ceux qui sont rentrés ont trouvé leur village et leurs maisons réduits en cendres, jugeant énormes les défis humanitaires dans la région où hôpitaux, écoles ou autres infrastructures clés ont été complètement détruites. Le HCR s'est dit particulièrement préoccupé par le nombre élevé d'enfants souffrant de malnutrition aiguë sévère dans la région. L'agence de l'ONU a averti que ses efforts pour fournir l'aide désespérément nécessaire dans la région étaient entravés par un sous-financement critique. Les familles des victimes et des représentants de la société civile se sont pressés avec émotion pour suivre les débats vendredi. C'était dans une petite salle du tribunal de première instance de Sidi Bouzid, dans la ville d'où partit le soulèvement populaire après l'immolation par le feu d'un vendeur ambulant. Quelques 338 Tunisiens ont été tués et 2174 blessés durant le soulèvement qui lança le printemps arabe entre fin 2010 et début 2011. Plus de 6 ans après les faits, les juges spécialisés vont devoir se prononcer sur la culpabilité de 11 personnes, dont le président déchu Zine El Abidine Ben Ali, son ex-ministre de l'Intérieur et des membres de la garde nationale pour la mort d'un ingénieur informatique et d'un étudiant tué par balle après avoir manifesté contre le pouvoir le 14 décembre 2010 dans la ville de Benzel Bouzayan. Ils sont également accusés d'être responsables pour les blessures de 4 autres manifestants et doivent répondre d'homicide volontaire avec préméditation et de tentative d'homicide volontaire avec préméditation. Aucun des accusés n'était présent à l'audience. Un autre procès visant les responsables présumés de la mort de 20 manifestants lors de la Révolution s'est aussi ouvert vendredi à Kasserine, ville voisine de Sidi Bouzid.
Ces procès sont les premiers concernant des victimes de la Révolution, instruits par l'instance Vérité-Dignité, chargée de rendre justice aux victimes de la dictature en Tunisie. Le service kényan de la faune a refusé de commenter officiellement ces décès, mais un de ses responsables, s'exprimant sous couvert d'anonymat, a admis que 7 rhinocéros sont morts, mais on ne sait pas encore pourquoi. Un autre officiel du KWS a confirmé l'information, mais a expliqué qu'une enquête devait d'abord être menée avant que l'institution puisse communiquer officiellement. Ces 7 animaux décédés faisaient partie d'un groupe de 14 rhinocéros noirs qui avaient été déplacés en juin des parcs nationaux de Nairobi et Nakuru vers celui du Tsavo-Est. Le déplacement vers un nouvel habitat d'animaux menacés qui doivent être endormis le temps du voyage n'est pas sans risque. Mais la mort d'animaux durant ce type d'opération est rare. Le transfert de ces 14 rhinocéros noirs avait été lancé en fanfare par le ministre du Tourisme, Najib Balala. Celui-ci n'a pas encore commenté leur décès. 9 rhinocéros ont été tués au Kenya en 2017, selon le KWS. En mai, 3 rhinocéros avaient été abattus et leurs cornes sectionnées et emportées dans le parc national de Meru, dans le centre. Dans leur milieu naturel, les rhinocéros n'ont que peu de prédateurs en raison de leur taille et de leur peau épaisse. Mais de prétendues vertus médicales attribuées en Asie à leurs cornes ont alimenté depuis des décennies un braconnage implacable qui a largement décimé l'espèce. 1 kilo de cornes de rhinocéros se négocie pour plusieurs dizaines de milliers de dollars au marché noir, en Chine et au Vietnam. L'ancien milieu de terrain de Manchester United et du Real Madrid et ses partenaires ont présenté au commissaire de Miami une proposition. Celle-ci vise à ce que leur stade de 25 000 places assorti d'un hôtel et d'espaces de loisirs et de vente reprenne le terrain du Melrose Country Club. En effet, les commissaires envisageaient de demander aux électeurs de Miami si la ville devait modifier ses règles d'appel d'offres sur l'utilisation privée des terres publiques. Un référendum sur la question serait sur le bulletin de vote en novembre. Et seulement si elle passait, la ville négocierait avec le groupe de Beckham sur les détails du plan. Plus de 130 bénéficiaires du programme First Tee opposés à l'initiative étaient sur les lieux. Nous sommes un centre communautaire, nous ne sommes pas seulement un terrain de golf. C'est indigné le directeur du programme First Tee Miami qui a déclaré que le chapitre de Miami offre des services à plus de 2500 enfants et jeunes adultes par an. Beckham a reconnu leurs préoccupations, mais a noté que le projet de 44 hectares, appelé Miami Freedom Park, inclurait avec le stade un hôtel de 750 chambres, un restaurant et un espace commercial, ainsi qu'un parc et des terrains de football pour les jeunes. J'adore le football, j'aime le foot passionnément. Je suis latine. Bien sûr que j'adore le football, mais je ne vais pas aimer ça si vous le mettez sur quelque chose que vous m'enlevez. Je suis en liste pour des bourses d'études. Je suis prête à quitter l'État pour jouer au golf grâce à cet endroit. Vous ne pouvez pas enlever quelque chose de si précieux. Nous voulons développer ce sport. C'est le meilleur sport au monde et c'est le plus grand sport du monde. Le sport le plus populaire au monde. Pour les garçons, pour les filles, pour n'importe qui. Le projet, qui sera développé avec $1 milliard d'investissement privé, représentera 44 millions de dollars en taxes pour la ville ainsi que la création de 11 000 emplois sur 9 ans.